Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est désormais une tradition, à l'occasion de chaque anniversaire de son investiture, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, se prête à un entretien bilan radio-télévisé. C'est dans ce cadre que ce soir, nous avons l'honneur de rééditer ce face-à-face que nous consacrons au bilan des 8 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance, ainsi qu'à des questions touchant à de nombreux autres sujets d'intérêt national, voire régional ou continental. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, que faut-il retenir en termes de bilan de la mise en œuvre de votre programme de la Renaissance du Niger? Bien, je vous remercie. Je voudrais rappeler que c'est en 2011 que le peuple nigérien a eu à me faire confiance pour un premier mandat de 5 ans. En 2016, le peuple nigérien m'a renouvelé cette confiance. Cela fait donc 8 ans que je suis à la tête de mon pays et le bilan de ces 8 années de mise en œuvre du programme de Renaissance est positif. Le gouvernement, pendant ces 8 ans, a travaillé sans relâche à la mise en œuvre des 8 priorités du programme de Renaissance. Le contenu de la Renaissance culturelle, qui est une des priorités et qui vise la modernisation sociale, la modernisation politique, la modernisation économique. Le contenu, dis-je, de la Renaissance culturelle a été précisé. Ensuite, la sécurité du pays pendant toute cette période-là a été assurée dans un environnement sécuritaire où les organisations terroristes et les organisations criminelles font peser des menaces très fortes sur les États. La stabilité des institutions démocratiques a également été assurée pendant cette période. Pendant cette période également, nous avons tout fait pour créer les conditions de la stabilité macroéconomique du pays avec une forte croissance de notre économie, avec une maîtrise de l'inflation et de l'endettement du pays, avec un effort d'assainissement des finances publiques, ce qui a permis, à travers la mobilisation des ressources internes, de réduire le déficit budgétaire de notre pays, qui sera autour de 3%, donc conforme aux critères de convergence de l'UEMOA vers 2020. Et par ailleurs, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière d'infrastructures, infrastructures routières, énergétiques, de télécommunications, infrastructures urbaines. Sur le plan de l'initiative 3N, de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'assainissement, de la création d'emplois pour les jeunes, des résultats sans précédent ont été obtenus. Donc, je peux dire que le Niger est vraiment en chantier et que le Niger se transforme grâce à la mise en œuvre du programme de Renaissance. Monsieur le Président, la priorité de votre programme, c'est justement la renaissance culturelle qui semblait au départ irréalisable, sachant que ça implique des changements de comportement, ce qui est un chantier de très longue haleine. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez le sentiment que les choses commencent à bouger? Oui, la renaissance culturelle, je voudrais le rappeler, vise 3 modernisations. La modernisation sociale, la modernisation politique et la modernisation économique. Ces 3 modernisations visent également à créer les conditions du renforcement de l'action collective de l'ensemble du peuple nigérien sur le chemin de son développement économique et social. Vous avez raison de le dire, il s'agit d'un chantier de longue haleine. Le gouvernement a eu à définir un plan d'action pour la mise en œuvre, pour l'exécution de ce chantier et également il a mis en place une feuille de route. Le gouvernement a identifié les valeurs qu'il faut promouvoir sur le chemin de la renaissance culturelle et les contre-valeurs qu'il faut combattre. Le gouvernement a également bien défini les enjeux autour desquels il faut travailler. Les enjeux, c'est par exemple
la transition démographique. C'est par exemple la promotion de la scolarisation de la jeune fille, c'est la lutte contre la mendicité, la lutte contre la mentalité d'assister, c'est la lutte pour la salubrité, pour la protection de l'environnement. C'est aussi l'unité nationale, des valeurs comme l'unité nationale qu'il faut promouvoir. C'est aussi le renforcement sur le plan politique de la capacité de l'État à rendre justice, de la capacité de l'État à lutter contre la corruption, de la capacité de l'État à lever l'impôt. Il faut le dire, parce que sans impôt, on ne peut rien faire. Et sur le plan économique, il y a d'autres enjeux sur lesquels nous travaillons, comme le développement de l'esprit d'entreprise, comme la promotion du travail. Donc, c'est vraiment un vaste chantier. Et sur ce chantier, un résultat a retenu mon attention, c'est la réduction, en ce qui concerne la transition démographique, de la fécondité de 7,6 enfants à 6 enfants par femme. Donc nous sommes sur la bonne voie et le gouvernement continuera à donner les impulsions nécessaires afin que ce chantier difficile puisse être mené à bon port. Oui, Monsieur le Président, les producteurs agricoles brandissent, on le voit à chacun de vos déplacements, ils brandissent donc des fruits et légumes avec beaucoup de fierté quand vous vous déplacez en région. Et par ailleurs, ils organisent des expositions dans toutes nos grandes villes et ravissent des prix à de nombreuses foires à l'international. Alors, Monsieur le Président, à 2 ans de la fin de votre second mandat, pensez-vous que l'initiative 3N a atteint ses objectifs? Écoutez, sécheresse ne sera plus synonyme de famine. Telle était la promesse que j'ai faite au Nigeria. Grâce à la mise en œuvre de l'initiative 3N, je pense avoir tenu cette promesse. À travers la mobilisation des eaux, à travers l'approvisionnement des producteurs en entrant, à travers aussi la défense et la restauration des terres, nous avons pu créer les conditions de l'augmentation de la production des cultures pluviales et de celle des cultures irriguées. Entre 2011 et 2018, la production des cultures pluviales a augmenté de 71% et celle des cultures irriguées a augmenté de 300%. Cela donc a permis de faire en sorte que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. En plus, c'est que les réalisations que nous avons effectuées dans le secteur de l'élevage ont permis, là aussi, d'augmenter la production de viande et la production de lait. On note également une augmentation de la production halieutique et une augmentation aussi de la production de produits forestiers non ligneux. Et parallèlement à l'augmentation de la production, le gouvernement a toujours, chaque année, conçu et mis en œuvre ce qu'on appelle un plan de soutien en rapport avec les partenaires. Et ce plan de soutien, c'est un plan qui vise à venir en aide aux populations vulnérables, puisque chaque année, même si la campagne agricole est excédentaire, il y a toujours des villages qui sont déficitaires, donc des populations qui sont vulnérables. Et par conséquent, chaque année, nous mettons en place un plan de soutien. Et de 2011 à 2018, c'est près de 1000 milliards, je dis bien 1000 milliards, que nous avons investis pour soutenir les populations vulnérables, c'est-à-dire faire des ventes à prix modéré, opérer des distributions gratuites, faire du cash for work, du food for work, etc., etc. Donc, comme vous voyez, l'initiative 3N est une combinaison de réponses structurelles avec des actions d'urgence. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans la mise en œuvre de l'initiative, c'est les réponses structurelles qui vont prendre plus de poids par rapport aux réponses d'urgence. Donc nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre de cette initiative avec une nouvelle ambition, c'est la fin zéro en 2021. Oui. Monsieur le Président, vous avez justement lancé officiellement, ou plutôt procédé à la relance, puisqu'il y a eu plusieurs phases, la relance des travaux du barrage de Kandaji, un vœu nourri par les Nigériens depuis les indépendances.
Alors, après toutes ces tentatives infructueuses, avez-vous la certitude que tous les blocages sont aujourd'hui levés et que ce barrage verra le jour un jour? Cette fois-ci, plaise à Dieu, la relance du barrage de Kandaji ou du projet Kandaji est irréversible. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons sélectionné une entreprise pour exécuter les travaux du chantier dont les capacités techniques et financières sont avérées. Je le dis aussi parce que je sens que nos partenaires sont derrière nous pour la réalisation de ce projet structurant pour le Niger, de ce projet qui a des buts multiples, qui permettra de produire l'énergie, de régénérer l'écosystème du fleuve, mais aussi de créer les conditions du développement, non seulement pour la région de Tillabéri, mais pour l'ensemble du pays. Donc, je pense que cette fois-ci, les choses sont bien engagées et, Inch'Allah, la réalisation de ce barrage sera une réalité dans quelques mois, dans quelques années. Monsieur le Président de la République, le volet infrastructure du programme de la Renaissance, on l'a vu, continue d'embellir les chefs-lieux des régions et semble avoir aujourd'hui atteint sa vitesse de croisière avec tous les préparatifs du sommet de l'Union africaine que notre pays va accueillir en juillet 2019. Quel en est le bilan quand on prend le volet infrastructure? Alors, en ce qui concerne les infrastructures, il faut dire que nous avons eu à réaliser des routes bitumées, des routes rurales. On a eu à réaliser et réhabiliter ce type d'infrastructures. Nous avons eu également à réaliser des infrastructures énergétiques, comme la centrale thermique de Gouroubanda, comme la centrale solaire de Malbaza. Nous avons eu à accroître le linéaire de la fibre optique dans le pays. Ça, c'est les télécommunications, en matière de télécommunications. Nous avons mis en place la TNT. Nous avons développé également l'électrification rurale. Nous avons engagé la modernisation des infrastructures aéroportières des villes comme Niamey, comme Tawa, comme Maradi, Zender et Agadez. Nous avons modernisé les villes. Et d'ailleurs, la ville de Niamey, avec ses échangeurs, avec son troisième pont, avec ses travaux de voirie, notamment la voie express, est le symbole de cette modernisation des villes de notre pays. Donc, ici, j'ai quand même un regret de taille. C'est le blocage, pour des raisons indépendantes de notre volonté, du projet de chemin de fer. Ça, c'est un regret que j'ai et les Nigériens savent que cela ne dépend pas de nous. Je ne veux pas développer les raisons pour lesquelles ce projet est bloqué, puisque ça implique un pays voisin. Donc, toutes ces infrastructures que nous sommes en train de réaliser auront pour effet de réduire, d'assurer la compétitivité de notre économie en réduisant les coûts de transport et les coûts de l'énergie. Et puis, ça va renforcer la compétitivité de nos villes dans l'accueil des événements internationaux. Et Niamey, qui est aujourd'hui doté d'infrastructures qu'il faut, va accueillir très prochainement, comme vous le savez, le sommet de l'Union africaine. Monsieur le Président, au-delà de la question des infrastructures, ce sommet de l'Union africaine est considéré comme l'aboutissement de votre offensive que vous avez, l'offensive diplomatique 100 ans, que vous avez menée depuis 2011. Et par ailleurs, ce sommet sera doublé d'un autre qui va consacrer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale en Afrique, un dossier que vous avez personnellement conduit de bout en bout. Alors maintenant, Monsieur le Président, qu'attendez-vous de vos compatriotes pour la réussite de ce double événement? C'est vrai, je viens de le dire, les infrastructures que nous avons réalisées, notamment à Niamey, renforcent la compétitivité de nos villes pour accueillir des événements internationaux. Au sommet auquel vous venez de faire allusion, Union africaine, sommet des ministres de l'OCI, viendront s'ajouter certainement d'autres rencontres internationales. Alors, je sais que l'hospitalité est légendaire au niveau de notre peuple et j'attends donc des Nigériens qu'ils réservent à nos hôtes l'accueil chaleureux
qu'exige de nous notre tradition. Monsieur le Président, depuis les indépendances, on reparle de l'intégration africaine. Est-ce qu'à votre avis, la ZLECAf peut impacter et accélérer cette intégration? Écoutez, quand vous lisez le programme de Renaissance, vous verrez que les objectifs du programme vont au-delà du cadre national. Tout le monde connaît nos ambitions en matière d'intégration régionale et continentale. C'est pour cela que je me suis très fortement engagé dans le processus de la mise en place de la monnaie unique au sein de la CEDEAO. C'est pour cette raison également que je me suis engagé dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Je suis convaincu que c'est la voie de l'avenir pour l'Afrique, parce que les 84 000 km de frontières qui existent entre les pays africains entravent le développement de l'Afrique. Il faut sortir de ces frontières en mettant résolument en œuvre tous les programmes de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment la zone de libre-échange continentale, le plan de développement industriel de l'Afrique qui permettra notamment de transformer nos matières premières, le plan de développement agricole de l'Afrique et le plan du développement des infrastructures en Afrique. Parce que si on met en place la zone de libre-échange continentale, il faut que les pays africains aient des choses à échanger. Et c'est pour cela qu'il faut promouvoir l'industrie. Il faut également qu'il y ait des voies de communication entre eux. Et c'est pour cela qu'il faut promouvoir les infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, on va à présent, avec votre permission, aborder la question sécuritaire. Malgré tous les efforts de l'État et de ses partenaires, l'insécurité continue à sévir à l'est et à l'ouest de notre pays. Récemment encore, la secte Boko Haram a perpétué des tueries et des enlèvements dans la région de Difa, alors que l'on reste toujours sans nouvelles des femmes enlevées à Ngalewa. Est-ce qu'on peut parler d'échec sur ce dossier sécuritaire qui engloutit pourtant une part importante du budget national? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Et ici, vous me donnez l'occasion de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité. Je suis fier des résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte contre les organisations terroristes et criminelles. Nos forces se battent sur beaucoup de fronts, depuis la frontière avec le Burkina jusqu'à la frontière libyenne, depuis la frontière avec le Mali jusqu'au bassin du lac Tchad. Et notre armée est la troisième de la CEDEAO. Je suis fier que notre armée soit la troisième de la CEDEAO. Donc nous continuerons à mobiliser les efforts de recrutement, les efforts de formation, les efforts d'équipement pour renforcer les capacités de notre armée. Et de la même façon que nous continuerons également la mutualisation des capacités avec les pays voisins, aussi bien au niveau de la force mixte multinationale qui se bat contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, qu'au niveau de la force conjointe du G5 Sahel. Et j'espère que aussi très prochainement, il y aura une restauration de l'État en Libye qui permettra d'améliorer la sécurité sur l'ensemble de la région, aussi bien au niveau du bassin du lac Tchad qu'au niveau de la région du Sahel. Monsieur le Président, vous venez de le développer, la sécurité n'a pas de prix comme on a l'habitude de le dire et à cet effet, beaucoup de ressources ont été affectées par notre pays dans ce domaine. Or, cette option que d'aucuns qualifient du tout sécuritaire n'a-t-elle pas d'impact sur la prise en charge des autres secteurs sociaux de base? Vous avez raison de le rappeler, la sécurité n'a pas de prix. C'est pour cela que nous mobilisons toutes les ressources nécessaires pour assurer la paix et la sécurité sur notre vaste territoire. Il y a des années où la sécurité a absorbé 19% des ressources budgétaires. En 2018, nous avons investi 19% dans la sécurité. Et ce qui fait que nous disons à nos partenaires de tenir compte de ça, même pour le calcul du déficit. Il serait bon qu'on calcule
le déficit budgétaire sans tenir compte des dépenses de sécurité. Et vous avez raison de le dire aussi, ces dépenses de sécurité font que nous investissons moins peut-être dans les autres secteurs, comme l'éducation. Par exemple, pour l'éducation, le programme de Renaissance a prévu d'investir 25% des ressources budgétaires dans l'éducation. Nous investissons actuellement entre 19 et 22%. Vous voyez, ça fait 3 à 5 points de moins que les prévisions du programme de Renaissance. Sur le secteur de la santé, là, il n'y a pas de problème. Nous faisons des investissements qui sont à peu près conformes aux objectifs du programme. Nous avons prévu d'investir 10% dans le secteur de la santé. Nous investissons autour de ce montant-là, effectivement, chaque année. Au niveau de l'initiative 3N, nous avons prévu d'investir 15% des ressources budgétaires, mais là, nous faisons plus. Mais ceci pour dire, effectivement, que s'il n'y avait pas le programme de sécurité que nous avons connu ces dernières années, nous aurons fait certainement plus de routes, nous aurons mis en place plus d'infrastructures énergétiques, plus d'infrastructures de télécommunications, plus de santé, plus d'éducation, plus d'emplois, quoique la sécurité aussi crée des emplois, parce que nous avons procédé à beaucoup de recrutements au niveau des forces de défense et de sécurité pendant ces 8 dernières années. C'est vrai que les questions sécuritaires ont absorbé des ressources qui auraient pu être affectées aux secteurs sociaux, à l'éducation, à la santé, à l'accès à l'eau et à l'assainissement au profit des populations. Mais malgré tout, des ressources importantes ont été investies dans ces secteurs sociaux de base, parce que nous avons eu quand même à faire une forte mobilisation des ressources internes. Nous avons beaucoup mobilisé également les ressources externes. Je vous disais tout à l'heure que les deux réunis, c'est 10 000 milliards qui ont été investis. Et donc, dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. Sur ces 10 000 milliards, il y a 19 à 21% qui ont été investis dans le secteur de l'éducation, secteur dans lequel on a eu à réaliser des infrastructures. Je pense que quand on fait le bilan des infrastructures réalisées entre 2011 et 2018, c'est presque autant d'infrastructures réalisées que celles qui ont été réalisées pendant la période 1960 à 2010. Donc c'est pratiquement l'équivalent de ce qui a été fait pendant 50 ans précédemment. Et dans le secteur de l'éducation, nous avons recruté des formateurs, nous avons distribué des fournitures dans la perspective de l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Même chose dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé a bénéficié d'un niveau de ressources autour de 10% de ces 10 000 milliards que nous avons investis dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. Cela a permis, là également, de réaliser des infrastructures, des hôpitaux, notamment les hôpitaux de référence de Niamey, de Maradi. Nous avons construit des centres hospitaliers régionaux, nous avons construit beaucoup de centres de santé intégrés, etc. Nous avons également recruté des médecins et des infirmiers. Nous avons approvisionné le pays en médicaments. Ce qui est important de souligner, c'est que les médicaments représentent 75% des coûts de santé. Donc c'est un poste énorme. Et par rapport à ça, l'approvisionnement en médicaments du pays a été vraiment régulier. Toujours sur le plan social, l'accès à l'eau et à l'assainissement constitue un autre poste important parce que les populations nigériennes, partout dans les villages, leur première revendication c'est l'eau. Là aussi, c'est un secteur dans lequel on a beaucoup investi, peut-être pas suffisamment, mais on a beaucoup investi également dans ce secteur prioritaire pour la population, pour les populations nigériennes. Nous avons aussi créé beaucoup d'emplois pour les jeunes, parce que la convergence de tous les efforts que nous faisons dans tous les secteurs, cette convergence doit aboutir à la création d'emplois pour les jeunes. Et je constate que la jeunesse nigérienne possède beaucoup de talents. Nous essayons de promouvoir ces talents, nous essayons d'encourager ces talents. Vous avez vu toutes les compétitions que nous sommes en train d'organiser, les plans d'affaires
que nous sommes en train d'organiser pour lancer les jeunes, pour les encourager à créer des startups. Vous avez vu des compétitions comme Itacra également. Tout cela, nous considérons qu'un des moteurs pour l'avenir du Niger, c'est notre jeunesse. Et donc, la jeunesse est au centre de nos préoccupations. Monsieur le Président de la République, au-delà de la sécurité nationale, vous avez également géré celle de l'ensemble de l'espace sahélien en assurant la présidence en exercice du G5 Sahel. Une union qui a vu beaucoup de promesses d'appui financier sans jamais véritablement bénéficier de ces fonds et pouvoir passer à l'acte. Alors, Monsieur le Président de la République, ne pensez-vous pas, vous-même et vos pairs du Sahel, que la communauté internationale vous a abandonné à votre sort? Alors, la présidence Niger du G5 Sahel, comme vous le savez, a eu à travailler sur ce qu'on appelle le nexus sécurité-développement. Sur le plan de la sécurité, aujourd'hui, on peut le dire, la force conjointe est opérationnelle. Sur le plan du développement, rappelez-vous, nous avons fait cette conférence à Nouakchott pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d'investissement prioritaire pour le G5 Sahel. Plan qui a pour objectif la gouvernance, les infrastructures, le développement des infrastructures, le développement de la résilience et la promotion du développement humain dans les zones fragiles, frontalières notamment, entre les pays du G5 Sahel. Donc je me félicite en tout cas du soutien que j'ai obtenu de la part des partenaires pendant cette présidence nigérienne du G5 Sahel. Et je souhaite bien sûr à ce que les partenaires fassent preuve de diligence dans le décaissement des ressources financières promises, aussi bien au niveau de la sécurité qu'au niveau du développement. Monsieur le Président, sous votre conduite, le Niger a joué et continue à jouer encore un rôle important dans la lutte contre la migration clandestine. Comment parvenir à gagner ce combat quand on voit le flux de tous ceux qui, désespérés peut-être, cherchent, malgré tout ce qu'on enregistre comme mort dans la Méditerranée ou même dans les pays d'accueil, comment gagner ce combat? Oui, alors en ce qui concerne la migration clandestine, nous menons un combat sans merci contre la migration clandestine pour deux raisons. Une raison morale, première raison, et une raison sécuritaire. Sur le plan moral, nous trouvons inacceptable que des milliers de jeunes Africains meurent dans le Sahara ou en Méditerranée. Et sur le plan sécuritaire, comme on le sait, les trafiquants de migrants sont aussi des trafiquants d'armes et ont donc des connexions avec les terroristes. Voilà les deux raisons pour lesquelles le gouvernement a conçu un plan de lutte contre la migration clandestine qu'il est en train de mettre en œuvre avec succès dans ces deux dimensions, la dimension sécuritaire et la dimension développement. Justement, en parlant de développement, c'est le développement économique et social, notamment la transformation de nos matières premières qui permettra, en fin de compte, de lutter contre la migration clandestine. Parce que c'est ça qui permettra d'offrir des emplois à notre jeunesse. Et c'est pour cela donc que nous travaillons même à l'échelle de l'Afrique à la mise en œuvre des programmes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, que ce soit la zone de libre-échange continentale, le plan de développement industriel, du développement agricole, du développement des infrastructures en Afrique. Tout cela aura pour résultat de transformer nos matières premières, d'échanger, de renforcer les échanges entre nous, de créer également davantage des emplois pour notre jeunesse. Et l'Afrique va continuer à être un réservoir de migrants tant qu'elle restera un réservoir de matières premières. Et c'est pour cela qu'il faut effectivement tout mettre en œuvre pour transformer sur place nos matières premières. Parce que si je prends un exemple, l'exemple du cacao par exemple, le cacao le cacao matière première, représente à peine 5% de la valeur du chocolat. Donc les pays qui produisent le cacao n'arrivent à retenir que 5% de la valeur ajoutée du chocolat. Je peux prendre l'exemple de l'uranium, je peux prendre l'exemple de la bauxite. Donc tous les efforts doivent être mobilisés par les pays africains
afin de transformer nos matières premières. Parce que souvent, l'Afrique est considérée comme un continent très riche, mais en réalité, cette richesse ne signifie pas développement tant que les matières premières ne sont pas effectivement transformées sur place. Donc c'est à cela que nous allons nous employer et c'est ça la vraie réponse à la migration clandestine. Monsieur le Président de la République, votre 8e année à la tête de l'État est marquée par une ébullition sur le front social, notamment à travers ce qu'on a appelé les journées d'action citoyenne et autres contestations de la loi des finances. Et plus récemment, les enseignants-chercheurs s'insurgent contre la mesure de nomination des recteurs des universités qui étaient jusqu'ici élus par leurs collègues. Qu'est-ce qui alors empêche le gouvernement, Monsieur le Président de la République, de ramener la sérénité sur le front social? Alors je dois rappeler que le gouvernement a toujours privilégié les négociations dans ses relations avec les partenaires sociaux. S'agissant des lois des finances, je dois rappeler que ces lois reflètent les priorités du programme de Renaissance. Ces lois ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Nigériens. Maintenant, il y a des compatriotes qui pensent le contraire. C'est leur droit de penser le contraire. Je respecte leur opinion, mais cette opinion doit s'exprimer dans le respect des lois. S'agissant maintenant de l'université, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est à pied d'œuvre pour améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux. Or, quand on compare la situation du système éducatif de notre pays avec la situation de ce système dans les pays voisins, nous constatons que les performances de notre système éducatif sont sans rapport avec les ressources que nous y investissons. Ce n'est pas normal. Cela nécessite des réformes en profondeur à tous les niveaux, y compris au niveau de l'enseignement supérieur. Monsieur le Président de la République, parmi les causes d'instabilité sociale, comme on le disait tantôt, les réformes apportées à la gestion des finances publiques, ces réformes étaient-elles vraiment indispensables? Si oui, quels en sont aujourd'hui les bienfaits constatés? Oui, mais les réformes sont indispensables. Et ces réformes ont produit des bienfaits pour notre pays, pour notre économie. Ces réformes ont permis de consolider la stabilité macroéconomique. Ces réformes ont permis de soutenir la croissance. Je voudrais rappeler ici que la croissance de notre économie pendant les 8 dernières années a été autour de 6%. Et nous prévoyons une croissance de 7% pour les prochaines années. Mais nous avons aussi, à travers ces réformes, maîtrisé l'inflation, maîtrisé l'endettement du pays. Nous avons accru les ressources internes du pays. Nous avons réduit le déficit. Il fut un moment où on avait un déficit budgétaire de 9%. Et en 2018, le déficit a été ramené à 4,2%. Et en 2020, Inch'Allah, le déficit du Niger sera conforme aux critères de l'UEMOA, c'est-à-dire inférieur ou égal à 3%. Donc, ces réformes aussi ont permis d'accroître la mobilisation des ressources internes. Alors, quand on tient compte de cette mobilisation des ressources internes et qu'on y ajoute la mobilisation des ressources externes, vous savez combien on a mobilisé et dépensé pendant ces 8 ans? C'est 10 000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés et dépensés. Dépensés pour assurer notre sécurité. C'est un bienfait, je suppose, la sécurité. Mobilisés pour consolider les institutions démocratiques et républicaines. Mobilisés pour réaliser des infrastructures que j'ai rappelées tout à l'heure, qu'elles soient routières, énergétiques, de communication, etc. etc. Mobilisés pour réussir l'initiative 3N, pour promouvoir l'éducation, pour promouvoir la santé, pour promouvoir l'accès à l'eau pour les populations, à l'assainissement, pour créer des emplois pour nos jeunes. Donc voilà les bienfaits des lois des finances. C'est ça la réalité, c'est ça que certains ne voient pas. Et le Niger aujourd'hui a une économie qui fait partie des 10 premières économies les plus dynamiques de l'Afrique au sud du Sahara grâce à ces réformes. Donc ces réformes
doivent se poursuivre, doivent être renforcées. Et je peux même dire que pendant les 8 dernières années, nous avons accru le revenu par habitant. La richesse par habitant a augmenté et la pauvreté a reculé. Je peux donner un petit exemple. Rien que sur les salaires que distribue le gouvernement chaque année, la masse salariale est passée de 103 milliards en 2010 à plus de 273 milliards en 2018. Vous voyez, tout ça, c'est les bienfaits des réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 8 ans. Et aujourd'hui, l'économie nigérienne est sur la bonne voie. Pourtant, Monsieur le Président de la République, malgré toutes ces mesures d'austérité mises en œuvre, notre pays est encore classé, très très mal classé dans la dernière publication du programme des Nations Unies relativement à l'indice du développement humain. Faudrait-il encore plus de sacrifices, Monsieur le Président? D'abord, je rectifie. Il n'y a pas de mesures d'austérité. Parce que les mesures d'austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les salaires. On n'a pas réduit les salaires, on a même augmenté les salaires. Ça veut dire licencier des travailleurs de la fonction publique. On n'a pas licencié des travailleurs de la fonction publique, on a recruté de nouveaux fonctionnaires pendant cette période-là. C'est 40 000, 50 000 fonctionnaires qu'on a eu à recruter. Donc, c'est une fausse idée que de considérer que les mesures que nous sommes en train de prendre sont des mesures d'austérité. C'est faux. Ce n'est pas des mesures d'austérité, c'est des mesures qui permettent d'obtenir les résultats que je viens de rappeler. Donc, quelle est votre question, vous dites? Le classement par rapport à Alors, par rapport à l'IDH. Par rapport à l'IDH, il faut retenir que l'IDH intègre 3 variables. Le revenu par habitant, l'espérance de vie, et puis la scolarisation, pour résumer, pour que les gens comprennent, parce que si je rentre dans le détail de durée moyenne de scolarisation, de durée attendue de scolarisation, personne ne comprendra. Mais il faut retenir que le facteur de scolarisation est un facteur important. Alors, si on prend le classement du Niger du point de vue de la richesse créée, le Niger a un très bon classement. Les dernières données du FMI classent le Niger pour 2017 144e sur 193 du point de vue de la richesse par habitant. Nous devançons donc près de 49 pays. Donc ce critère-là classe le Niger en très bonne position. Du point de vue de la richesse créée, du point de vue du PIB, j'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas le pays le plus pauvre de ce point de vue dans le monde. Au contraire, nous devançons 49 pays. J'insiste là-dessus. Si vous prenez l'espérance de vie, là également, nous sommes loin d'avoir un mauvais classement. Nous devançons beaucoup de pays de la sous-région. Mais le problème du Niger vient de la scolarisation. Je ne vais pas accabler la colonisation, mais je vais rappeler qu'à notre indépendance, le taux de scolarisation au Niger était de 3%. Je ne vais pas accabler les régimes qui nous ont précédés, mais chacun a fait ce qu'il a pu pour améliorer la scolarisation qui nous tire vers le bas. Nous aussi, depuis que nous sommes en place, depuis 2011, nous nous battons pour améliorer le taux de scolarisation et en particulier pour améliorer l'alphabétisation. Parce qu'un de nos problèmes, c'est la durée moyenne de scolarisation pour les Nigériens âgés de plus de 25 ans. C'est ça le problème. Donc, quels que soient les efforts que nous faisons pour scolariser les jeunes Nigériens, mais il y a les Nigériens âgés de plus de 25 ans, ce stock-là qui nous tire effectivement vers le bas. Donc, voilà la signification de ce classement. Je sais que les Nigériens sont très frustrés chaque année qu'on annonce le mauvais classement du Niger, mais il faut nuancer, il faut relativiser et se dire qu'il faut s'engager très fortement dans le combat pour l'amélioration de la scolarisation, pour l'amélioration de l'alphabétisation des adultes. Et il est important d'attirer l'attention de l'opinion sur la nécessité de promouvoir la scolarisation de la jeune fille et l'alphabétisation des femmes, parce que c'est aussi un secteur sur lequel nous sommes vraiment en arrière-garde. Et c'est heureux que le gouvernement ait décidé, comme vous le savez, de réglementer la protection de la scolarisation de la jeune fille. Tout ça, ça permettra d'améliorer l'indice de développement humain.
Monsieur le Président de la République, l'économie de notre pays paie les frais de la baisse de notre principal produit jusqu'à une certaine époque, notre principal produit d'exportation qui est l'uranium, et la chute des cours du pétrole également. Or, d'importants projets comme Imouraren et le pipeline pour l'exportation du brut restent tributaires des coûts de ce produit sur le marché mondial. Est-ce qu'on peut espérer une embellie à plus ou moins court terme sur le paysage économique durement éprouvé par tous ces effets conjugués? Alors, l'économie du Niger a connu plusieurs chocs. Le choc de la baisse des prix des matières premières, comme vous venez de le rappeler. Il y a le choc climatique, il y a le choc sécuritaire, il y a aussi le choc de la récession chez notre grand voisin, le Nigeria. Mais malgré ces chocs, notre économie a fait preuve d'une grande résilience. J'ai rappelé le taux de croissance pendant ces 8 dernières années, c'est 6% en moyenne par an. Donc, notre économie a été résiliente. Certes, s'il n'y avait pas eu ces chocs-là, on aurait eu encore une croissance plus grande. S'il n'y avait pas eu réduction des prix des matières premières, s'il n'y avait pas eu effondrement de la demande sur le marché de l'uranium, on aurait ouvert Imouraren et ça aurait renforcé la croissance de notre pays. S'il n'y avait pas eu effondrement des cours du pétrole, on aurait accéléré peut-être l'augmentation de la production du pétrole au Niger. Mais cela fait partie des perspectives en ce qui concerne le pétrole. Le Niger a de très belles perspectives et c'est ce qui fait que nous avons des prévisions de taux de croissance de 7% pour les 5 prochaines années. Donc le Niger, de ce point de vue, a un bel avenir devant lui, malgré les chocs auxquels vous venez de faire allusion. Excellence, Monsieur le Président de la République, on sait que le secteur privé joue un rôle essentiel dans le développement économique de tout pays. Qu'est-ce que le gouvernement nigérien fait pour que le secteur privé nigérien contribue davantage au développement économique de notre pays? Alors, quand vous prenez la croissance, la richesse créée dans un pays, c'est 4 facteurs. C'est la consommation effective, c'est les investissements publics, c'est les investissements privés, c'est les exportations, mais c'est les importations aussi qui interviennent de manière négative dans la détermination du PIB. Donc si nous devons accroître le PIB, si nous devons augmenter la croissance de notre économie, nous devons agir sur les facteurs positifs. Et parmi ces facteurs positifs, il y a les investissements privés. Les investissements privés interviennent comme variable positive dans la détermination du PIB. Et c'est pour cela que le gouvernement a fait du secteur privé un des moteurs de la croissance de notre économie. Dans le plan du développement économique et social qui a fait l'objet de la table ronde de Paris il y a quelques mois de cela, nous prévoyons de mobiliser 10 milliards de dollars. Sur les 23 milliards que nous avons collectés à Paris, il y a 10 milliards de dollars qui doivent venir du secteur privé. Donc c'est pour dire l'importance que nous attachons au secteur privé. C'est pour cela que nous faisons beaucoup d'efforts en matière de climat des affaires. Le Niger est considéré comme un des pays les plus réformateurs en Afrique au sud du Sahara. Nous faisons beaucoup de réformes pour améliorer certains indicateurs comme la création d'entreprises, le permis de construire, le raccordement à l'électricité, l'obtention des prêts, l'exécution des contrats. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les paramètres sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et l'objectif de notre pays, c'est d'être parmi les top 50 d'ici 2021 en matière de climat des affaires. Et tout cela pour faciliter l'intervention du secteur privé national, mais également du secteur privé étranger. Notre objectif est d'attirer au maximum les investissements directs étrangers dans le pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour aborder maintenant des questions d'ordre politique, vous avez promis d'organiser des élections propres et de remettre le flambeau à un président démocratiquement élu. À ce sujet, la CENI a déjà entamé des consultations pour l'enrôlement des Nigériens et la confection du fichier électoral biométrique. Mais malheureusement, cette institution, la CENI, donc, elle est en train de travailler en l'absence de l'opposition. Est-ce que, dans ces conditions, la crédibilité des élections, sans l'implication totale de tous les acteurs, donc de l'opposition notamment, ne serait-elle pas entachée, cette crédibilité?
Écoutez, s'agissant de l'organisation des élections, nous sommes tenus par des délais constitutionnels. Et donc, nous avons ces contraintes et l'opposition doit tenir compte de ces contraintes et s'impliquer dans le processus électoral. Je rappelle qu'une des priorités du programme de Renaissance, c'est de consolider les institutions démocratiques et républicaines. La légitimité est une des conditions de la force des institutions. Et donc je tiens à ce que pour 2021, des élections libres, transparentes, impliquant tous les partis, des élections donc inclusives, soient organisées. Et j'encourage la CENI à poursuivre sa mission et j'invite l'opposition à s'impliquer dans le processus électoral. Monsieur le Président de la République, les élections générales, on le sait, coûtent excessivement cher et là, elles vont intervenir dans un contexte où notre pays consacre, comme vous l'avez dit, d'énormes ressources pour assurer sa sécurité et l'intégrité du territoire. Est-ce que, Monsieur le Président de la République, nous avons les moyens de supporter les charges liées à ces consultations générales? Vous avez raison de le dire, les élections coûtent cher. La démocratie coûte cher. Mais imaginez le coût de l'absence de démocratie. L'absence de démocratie coûte encore plus cher. Donc c'est pour cela que nous sommes engagés, déterminés à organiser ces élections-là, quel que soit le coût. Et mon rêve, c'est que le 2 avril 2021, je puisse passer le relais à un président démocratiquement élu par le peuple nigérien. Monsieur le Président de la République, dans le même ordre d'idée, le CNDP a pris d'importantes décisions, toujours à l'absence d'une grande partie de formation politique qui se réclame de l'opposition radicale. Est-ce que ce n'est pas un autre facteur qui pourrait décrédibiliser le processus électoral? Et c'est pour cela que j'ai dit que nous avons des contraintes constitutionnelles. Ces contraintes sont là. Moi, je dois partir le 2 avril 2021. Donc, tous les acteurs doivent comprendre cela. Et tous les acteurs doivent se mobiliser afin que ces contraintes constitutionnelles soient respectées. En tout cas, moi, de mon côté, je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de retard dans l'organisation des élections. Le gouvernement mobilisera tous les moyens pour que ces élections aient lieu. Et mon vœu le plus cher, comme je l'ai dit, c'est de passer le relais à un président démocratiquement élu. Ça sera une première dans l'histoire du Niger. Et le jour où je le ferai, je serai l'homme le plus heureux. Parlons toujours du processus électoral, Monsieur le Président. Votre parti, le PNDS-Taraya, a connu sa première grande crise interne lors de la désignation, disons, de votre dauphin. Ce à quoi vous avez réagi vigoureusement en écartant du gouvernement un de vos fidèles compagnons. Est-ce que ce problème est aujourd'hui définitivement réglé? D'abord, il n'y a pas eu de crise au sein du PNDS. Il y a eu des débats, comme cela est normal dans tout parti politique qui se respecte. Je voudrais rappeler ici que, et je l'ai dit tout à l'heure, un des objectifs de la Renaissance culturelle, c'est la modernisation politique. La modernisation politique veut dire quoi? La modernisation politique, c'est de concevoir et de pratiquer la politique comme la science pour conquérir, organiser et exercer le pouvoir politique autour des valeurs. Je dis bien autour des valeurs. Et c'est ce que fait le PNDS. Le PNDS montre la voie de la modernisation. Je voudrais rappeler ici que le PNDS est le parti qui a eu à faire l'alternance à sa tête sans crise. En 2011, quand je suis devenu président de la République, le camarade Bazoum a été désigné président du parti presque, je dirais, à 100% des structures, des voies de structure de notre parti. Donc, sans crise. Pourquoi ce résultat? C'est parce que le PNDS a été créé autour des valeurs. Le PNDS montre la voie de ce que nous pouvons appeler comme étant la modernisation politique. Et on peut se féliciter de cela. Il n'y a pas de crise au niveau du PNDS. Vous avez vu comment c'est passé. D'ailleurs, le Congrès, le candidat du PNDS a été investi à 100% des voix des structures du parti.
Pourtant, Monsieur le Président de la République, certains analystes ne croient pas à la sincérité de cette désignation de M. Bazoum comme prochain candidat du PNDS aux prochaines élections. Certains prédisent une volte-face de votre part. Alors, est-ce que M. Bazoum est définitivement et sincèrement l'unique dauphin du président Issoufou Mahamadou? Écoutez, moi je comprends ceux qui doutent. Sincèrement, je les comprends. C'est normal que les gens se méfient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de promesses trahies. Il y a eu tellement de promesses non tenues dans ce domaine-là, que ce soit au Niger ou ailleurs en Afrique. Et donc c'est normal que les gens soient sceptiques. Mais je voudrais rassurer les gens. Nous avons des convictions. Nous faisons de la politique autour des valeurs. Nous voulons moderniser la politique au Niger. Donc il faut qu'on donne l'exemple. Et donc je rassure ceux qui doutent, et dont je comprends les doutes, que ce choix qui a été fait par le congrès du PNDS est irréversible. Monsieur le Président de la République, sur ce même chapitre, certains analystes estiment que la désignation de M. Bazoum est plus ou moins précoce et qu'il s'agit d'une manœuvre pour couper les pieds pour couper l'herbe sous les pieds de certains alliés de la MRN et de l'APR. Est-ce que vous avez une réponse à ces allégations? Le PNDS n'a aucun intérêt à le faire. Je crois que les relations entre les partis de la mouvance sont excellentes. Et le PNDS n'est pas le seul parti de la mouvance à avoir désigné son candidat pour l'élection présidentielle 2021. Il y a d'autres partis qui ont fait la même chose. Donc je ne pense pas qu'il y ait des problèmes à ce niveau. Monsieur le Président de la République, toujours sur ce chapitre politique, votre challenger du deuxième tour de 2016, M. Hama Amadou, pour ne pas le nommer, est toujours à l'extérieur pour éviter une peine prononcée à son encontre par la justice pour une affaire que lui et ses partisans jugent plutôt politique. Alors, est-ce que M. Hama Amadou peut espérer rentrer un jour au bercail et prendre éventuellement part aux futures joutes politiques? Écoutez, je crois que vous savez qu'il y a une séparation des pouvoirs au Niger. Donc cette question, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser. C'est une question qu'il faut poser aux juges. C'est à la justice de répondre à votre question. Monsieur le Président de la République, alors est-ce que vous restez confiant quand même quant à l'organisation d'élections libres et pacifiques en 2021 et surtout la perpétuation d'un climat politique et social apaisé? Oui, absolument. Des élections libres, transparentes, inclusives seront organisées en 2021 dans notre pays. La volonté politique existe pour cela, je viens de l'affirmer à maintes reprises, et nous avons aussi une expertise avérée en matière électorale. Par conséquent, toutes les conditions sont réunies pour que ces élections soient organisées dans la transparence. Enfin, une dernière question, Monsieur le Président de la République. Après 8 ans de conduite de la destinée du Niger et au vu de nombreuses réalisations à votre actif, est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli aujourd'hui? Franchement, j'ai, au tout début de cet entretien, fait le bilan de la mise en œuvre du programme de renaissance. Ce qui ressort de ce bilan, c'est que les engagements qui ont été pris auprès des électeurs ont été honorés. Les promesses ont été tenues. Donc j'ai vraiment le sentiment du devoir accompli. Mais ceci étant dit, on n'a pas réglé tous les problèmes du Niger. Du reste, on n'a jamais promis de régler tous les problèmes du Niger. Nous avons posé notre pierre. Le processus de construction d'une nation est long. Nous avons posé notre pierre comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.